Merci, Madame l'ambassadeur, pour vos propos. Nous étions tous deux au Royaume-Uni lors du référendum sur le Brexit en 2016. 10 ans après, les sondages montrent une évolution significative de l'opinion britannique, avec une majorité de citoyens estimant aujourd'hui que la sortie de l'Union européenne a été une erreur. Comment analysez-vous ce retournement ? Le président cherche à renforcer nos liens bilatéraux avec le Royaume-Uni, notamment sur des angles comme la défense, l'énergie ou l'innovation, tout en préservant la cohésion européenne. Quelles seraient vos suggestions pour accroître ce rapprochement ? Et puisque vous avez été ambassadeur à la fois à Londres et Pékin, je voudrais évoquer Hong Kong. La situation de Jimmy Lai, citoyen britannique de 78 ans, emprisonné depuis 5 ans à Hong Kong et qui risque aujourd'hui la prison à vie pour son engagement pro-démocratie, illustre les tensions persistantes autour de la rétrocession en 1997 et de l'application du principe « un pays, deux systèmes ». Comment évaluez-vous l'évolution de la position européenne face à la Chine entre défense des droits de ses ressortissants et impératifs économiques ? La rétrocession, initialement présentée comme un modèle de transition pacifique, a-t-elle, selon vous, révélé des limites structurelles, notamment en matière de liberté fondamentale ? Quel rôle l'Union européenne et la France en particulier pourraient-elles jouer pour soutenir les valeurs démocratiques à Hong Kong? Je vous remercie. Bien, merci pour ces questions. Je suis très heureuse de vous revoir. Bon, le Brexit est une erreur. Même les artisans du Brexit le reconnaissent aujourd'hui. Maintenant, c'est très difficile de changer pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, à la fois du côté européen et du côté britannique, parce qu'il reste quand même des partisans d'une rupture totale avec l'Europe. On voit la progression de Nigel Farage. Et Nigel Farage, quand j'ai quitté le Royaume-Uni, on m'a dit, bon, bah, de toute façon, il y a eu le Brexit, mais maintenant, sa carrière politique est terminée. Et c'est complètement l'inverse. Bon, un des gros problèmes qui se posent, c'est évidemment la question de l'immigration, mais ce n'est pas uniquement au Royaume-Uni. Et du côté européen, même s'il y avait une demande de réadhésion, les Européens se diraient peut-être que dans 5 ans, avec un nouveau gouvernement, il y aura une autre position. Donc ça, c'est très compliqué. Donc la seule chose qu'on peut faire, en tout cas à ce stade, c'est un rapprochement entre le Royaume-Uni et la France, ce qui est fait actuellement avec la coalition des volontaires, qui est copilotée par les deux pays. Bon, ils se rapprochent parce qu'ils ont accepté d'adhérer à Erasmus. C'était une erreur totale. C'était Boris Johnson lui-même, d'ailleurs, qui avait refusé que les étudiants britanniques puissent continuer à participer au programme Erasmus. Je pense que dans le domaine de la défense, effectivement, il y a cette relation privilégiée entre la France et le Royaume-Uni. J'avais assisté d'ailleurs à la déclaration d'opérationnalité de de la force conjointe franco-britannique. Donc, il faut continuer à travailler sur ces sujets, sur le nucléaire également. Alors maintenant, la question complémentaire, c'est effectivement l'Europe, parce que accorder à un pays qui a quitté l'Union européenne plus de poids qu'aux Européens, ça peut poser un certain problème et accroître la division des Européens. C'est-à-dire qu'à un moment, on pensait que la défense devait se faire à 27. Bon, on sait que d'autres pays sont divisés, mais aujourd'hui, j'avoue, pour moi qui ai travaillé 10 ans dans les affaires européennes et qui ai continué dans chacun de nos pays à défendre l'Europe, qu'on ne sait plus quels sont les contours de l'Europe, tellement les pays ont des positions différentes. Et on a vu Giorgia Meloni qui refuse effectivement de participer à la coalition de volontaires. Et puis il y a bien d'autres exemples, sans parler de la Hongrie. Donc il faut faire effectivement le maximum avec le Royaume-Uni, mais en même temps, encore une fois, ne pas ignorer l'Europe ou considérer que les autres Européens ne pèsent pas. Et ensuite, sur l'Europe, il faut arrêter, quand il y a des nominations des hauts représentants de l'Europe, de nommer des personnalités qui ne sont pas à la hauteur. Alors, voilà.
Je ne donnerai pas de nom, mais vous les avez tous en tête, aussi bien d'ailleurs français qu'étrangers. Donc voilà, on ne peut pas à la fois dire on est plus fort en européen et puis ne pas vouloir que des personnalités fortes nous représentent. Sur la question de Hong Kong, alors j'étais en poste à Hong Kong, c'était même mon premier poste, à l'époque où c'était une colonie britannique, où il n'y avait aucune forme de démocratie, juste le laisser-faire à la britannique, mais c'était un gouverneur britannique et des membres du gouvernement, et les Chinois n'existaient pas. Et d'ailleurs, dans l'île Victoria, il n'y avait pas un Chinois, hein. C'était, sauf bon, les chauffeurs de taxi, les domestiques, enfin c'était très très blanc et très britannique. Alors les Chinois avaient inventé une formule qui était intéressante, qui était un pays deux systèmes et qui a marché pendant une vingtaine d'années et qui devait servir de modèle à Taïwan. Parce qu'à l'époque où j'étais ambassadeur à Pékin, le responsable au gouvernement des affaires ou au parti des affaires taïwanaises me disait on donnera encore plus d'autonomie à Taïwan, qui pourra conserver sa diplomatie. Et d'ailleurs, ils avaient arrêté de cette diplomatie du chèque pour empêcher les pays qui reconnaissaient encore Taïwan de continuer, pour les pousser à la rupture. Ils ont dit bon, non, on les laisse faire, il n'y a pas de problème. Il y avait beaucoup de Taïwanais à ce moment-là à Pékin, et l'idée c'était ça, c'est que formellement les Chinois, pour des questions de face, parce que ça remonte à Mao, hein, cette volonté de réunification, mais ils auraient des avantages encore plus grands que Hong Kong. Le problème, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé à Hong Kong avec la loi sur la sécurité, c'est que ils ne tiennent pas leurs engagements et ils ont remis la main sur Hong Kong. Alors pas surtout hein, sur les questions juridiques, sur les questions économiques, il y a encore une relative autonomie, mais effectivement sur tout ce qui concerne les droits de l'homme, c'est impossible. Vous avez pris l'exemple de Jimmy Lai, qui est un acharnement parce que effectivement c'est un homme âgé, enfin ça n'a pas de sens. Mais simplement le problème des Chinois, c'est qu'ils sont arc-boutés sur ces questions-là. Et moi je me souviens d'une époque, et je l'avais fait pour le compte de l'Union européenne, il y avait un dialogue sur les droits de l'homme entre la Chine et l'Union européenne, et à ce moment-là, on remettait des listes de prisonniers, on en discutait avec eux, on attendait des réponses. Les Français le faisaient dans des visites bilatérales, les autres pays aussi. Les Chinois aujourd'hui refusent totalement, parce qu'ils considèrent qu'ils sont les plus forts et qu'ils ne veulent pas recevoir de leçons des étrangers. Et cette idée de faire émerger, d'ailleurs, le Sud global répond à ça, c'est-à-dire une politique d'hostilité à toute forme d'ingérence, surtout sur ces questions-là. Les guerres commerciales, ils peuvent gérer, mais tout ce qui concerne les droits de l'homme, non, parce qu'ils considèrent que Gorbatchev est tombé là-dessus. Et donc, le parti communiste étudie ça comme un cas d'école pour éviter que ça se reproduise. Ce qu'il faut faire, je n'en sais rien. Désolée, je pense qu'il faut continuer à exprimer nos préoccupations, mais on n'est plus dans une logique si on se réfère au rapport de force où on peut exiger des Chinois telle ou telle politique. Mais rappeler en tout cas nos préoccupations, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires.